Je n'oublierai jamais le jour où j'ai entendu ces mots sortir de la bouche de ma propre fille. Je veux que tu meures bientôt. Les mots ont résonné dans le salon de mon appartement parisien comme un coup de tonnerre. 80 ans de vie, 52 ans en tant que mère, et voilà ce que j'entendais. Mais laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là, comment une mère aimante et dévouée s'est retrouvée face à la plus grande trahison de sa vie. Car ce que j'ai découvert ce jour-là n'était que la pointe de l'iceberg. Derrière ces mots cruels se cachait un complot qui durerait depuis plus de 2 ans, un plan méticuleux pour me voler tout ce que j'avais construit pendant toute une vie. Mon argent, mon appartement, ma dignité. Tout point mon nom est Marguerite Beaumont. J'ai 80 ans et je vis seule dans le 16e arrondissement de Paris depuis la mort de mon mari Henri, il y a 7 ans. Notre appartement de 120 mètres carrés donne sur l'avenue Foch, avec vue sur les arbres qui bordent cette artère majestueuse. Henri était notaire, un homme respectable qui avait bâti une carrière solide et nous avait laissés dans une situation financière très confortable. Pas riche à millions, non, mais suffisamment à l'aise pour que je n'aie jamais à m'inquiéter de l'argent. Nous avions économisé près de 800 000 € sur divers comptes, sans compter la valeur de l'appartement qui en valait facilement 2 millions. Ma fille unique, Isabelle, avait toujours été la prunelle de mes yeux. Je l'avais élevée avec tout l'amour du monde, lui offrant les meilleures écoles, les plus belles robes, des vacances sur la Côte d'Azur chaque été. Elle avait épousé un homme d'affaires, Philippe Moreau, et ensemble ils avaient eu 2 enfants, mes petits-enfants chéris, Lucas et Amélie. Tout a commencé il y a environ 3 ans, peu après mon 77e anniversaire. Isabelle avait commencé à venir plus souvent me voir. Au début, j'étais ravie. Après des années où elle était trop occupée avec sa propre vie, sa carrière dans la mode, ses déjeuners avec ses amis, voilà qu'elle prenait enfin le temps de passer du temps avec sa vieille mère. Elle arrivait le mardi après-midi, parfois le jeudi aussi. Nous prenions le thé ensemble, elle m'aidait avec mes courses, vérifiait que tout allait bien dans l'appartement. Je me sentais tellement aimée, tellement importante pour elle. Quelle idiote j'étais. Avec le recul, je comprends maintenant que chaque visite avait un but précis. Elle ne venait pas par amour. Elle venait pour étudier ma situation, pour planifier, pour gagner ma confiance avant de me détruire. C'est lors d'une de ces visites qu'elle a commencé à me parler de mes finances. Elle s'inquiétait, disait-elle. Est-ce que je savais vraiment gérer mon argent? Est-ce que je ne devrais pas avoir de l'aide? À mon âge, il serait tellement plus simple si quelqu'un de confiance pouvait m'aider avec les factures, les impôts, toute cette paperasse compliquée. Sa sollicitude me touchait profondément. Elle avait raison, après tout. Depuis la mort d'Henri, je trouvais effectivement la gestion administrative de plus en plus épuisante. Les formulaires en ligne, les nouvelles réglementations bancaires, tout semblait devenir plus compliqué chaque année. Alors quand Isabelle a suggéré que nous allions ensemble à ma banque pour qu'elle soit ajoutée comme cotitulaire de mes comptes, j'ai accepté sans hésiter. C'était ma fille, mon sang, la personne en qui j'avais le plus confiance au monde. Comment aurais-je pu imaginer ce qu'elle planifiait? Le directeur de l'agence, M. Dubois, un homme que je connaissais depuis 20 ans, avait essayé de me mettre en garde avec délicatesse. Il m'avait demandé si j'étais certaine de vouloir donner un accès complet à mes comptes. Il avait insisté sur le fait que je pouvais simplement donner une procuration limitée. Mais Isabelle était là, souriante, tenant ma main, et j'avais balayé ses inquiétudes d'un geste. Monsieur Dubois ne comprenait pas, pensais-je. Il ne connaissait pas ma fille comme moi je la connaissais. Nous avions signé les papiers en mars 2022. À partir de ce moment, Isabelle avait un accès total à mes 3 comptes bancaires et à mon compte d'épargne. Les premiers mois, rien n'avait changé. Isabelle continuait ses visites, toujours aussi attentionnée. Elle m'aidait à payer mes factures en ligne, me montrait comment utiliser mon smartphone pour vérifier mes comptes. Je me sentais tellement moderne, tellement accompagnée. Puis, progressivement, j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des petits retraits ici et là. 2 000 € pour des réparations urgentes, dans l'appartement dont je n'avais pas souvenir. 3 500 € pour des frais médicaux, que je n'avais jamais engagés. Chaque fois que je posais des questions, Isabelle avait une explication toute prête. Elle avait avancé l'argent pour moi, disait-elle, et elle se remboursait simplement. J'étais confuse, mais je la croyais. Pourquoi aurais-je douté de ma propre fille?
C'est en septembre de la même année que les sommes sont devenues plus importantes. 10 000 euros. Puis 15 000. Puis 20 000. Quand je lui ai demandé des explications, Isabelle est devenue irritable pour la première fois. Elle m'a dit que je devenais paranoïaque, que je ne me souvenais plus de rien. Est-ce que je réalisais à quel point il était difficile pour elle de s'occuper de moi en plus de sa propre famille? Est-ce que je n'avais pas un minimum de reconnaissance? Ces mots m'avaient blessé profondément. J'avais commencé à douter de moi-même. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ma mémoire me jouait des tours. À 80 ans, c'était possible, non? J'avais décidé de ne plus poser de questions, de lui faire confiance. Après tout, même si elle prenait un peu d'argent, n'était-ce pas normal? Elle s'occupait tellement de moi. Elle méritait bien une compensation. C'est ce que je me répétais pour calmer le malaise qui grandissait en moi. Les mois ont passé. Noël 2022 est arrivé. Isabelle et sa famille sont venus dîner chez moi. J'avais préparé un festin, comme je le faisais chaque année. Foie gras, saumon fumé, chapon farci au marron, bûche de Noël maison. J'avais mis ma plus belle nappe, sorti la porcelaine de Limoges que nous avions reçue pour notre mariage. Je voulais que tout soit parfait. Pendant le dîner, j'avais mentionné que j'aimerais refaire la peinture du salon au printemps. Philippe, le mari d'Isabelle, avait échangé un regard rapide avec ma fille. Un regard que je n'avais pas compris sur le moment, mais qui me entrait plus tard. Isabelle avait dit que c'était une excellente idée, qu'elle m'aiderait à trouver un bon peintre. Elle m'avait demandé combien je pensais que cela coûterait. J'avais répondu environ 5 000 euros. D'après les devis que j'avais reçus. Le lendemain du Nouvel An, je recevais un appel de ma banque. Monsieur Dubois souhaitait me voir d'urgence. Quand je suis arrivée à l'agence, il avait l'air grave. Il m'avait fait asseoir dans son bureau et m'avait montré mes relevés bancaires des 6 derniers mois. J'avais eu le souffle coupé. Plus de 150 000 euros avaient été retirés de mes comptes. 150 000 euros. Je ne comprenais pas. Comment était-ce possible? Monsieur Dubois m'avait regardé avec une compassion qui m'avait fait froid dans le dos. Il m'avait expliqué que tous ces retraits avaient été effectués par Isabelle. Des virements vers son compte personnel, des retraits en espèces, des paiements pour des choses qu'il ne pouvait pas identifier. Il m'avait demandé si j'étais au courant, si j'avais autorisé tout cela. Ma première réaction avait été de défendre ma fille. Bien sûr qu'elle avait le droit. C'était ma fille. Elle gérait mes finances. Mais même en prononçant ces mots, je sentais que quelque chose n'allait pas. 150 000 euros en 6 mois, ce n'était pas de la gestion, c'était du vol. Monsieur Dubois m'avait conseillé de parler à Isabelle, de demander des comptes. Il m'avait aussi suggéré, avec beaucoup de tact, de consulter un avocat. Mais je ne pouvais pas. Pas encore. Il devait y avoir une explication rationnelle. Ce soir-là, j'ai appelé Isabelle et lui ai demandé de venir me voir le lendemain. Elle est arrivée l'air agacée, comme si je la dérangeais. Quand je lui ai montré les relevés bancaires, quand je lui ai demandé des explications pour ces 150 000 euros, son visage s'est transformé. La femme douce et attentionnée des derniers mois a disparu pour laisser place à quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Elle m'a dit que cet argent lui revenait de droit. Que j'avais promis de l'aider financièrement. Que Philippe avait des problèmes dans son entreprise et qu'ils avaient besoin de liquidités. Que je ne pouvais pas être aussi égoïste de garder tout cet argent pour moi alors que ma propre fille était dans le besoin. J'étais sous le choc. Jamais je n'avais promis une telle chose. Si elle m'avait demandé de l'aide, je l'aurais aidée, bien sûr, mais avec transparence, en toute connaissance de cause. Pas comme ça, pas en se servant dans mes comptes comme dans une tirelire. J'ai essayé de le lui expliquer, de lui dire que ce n'était pas correct, qu'elle devait me rembourser. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Isabelle s'est levée brusquement et m'a regardé avec une haine pure dans les yeux. Des yeux que je ne reconnaissais plus. Elle m'a dit que je ne comprenais rien, que j'étais une vieille femme sénile qui ne savait plus ce qu'elle faisait. Elle a dit que si je voulais vraiment jouer à ce jeu, elle pourrait très facilement prouver que j'étais devenue incapable de gérer mes propres affaires. Qu'elle pourrait me faire placer sous tutelle. Et alors, elle contrôlerait tout. Vous aimez cette histoire? Dites-nous de quelle ville vous nous regardez dans les commentaires. Et surtout,
Abonnez-vous à notre chaîne maintenant. Nous publions des histoires vraies et bouleversantes chaque semaine. Cliquez sur le bouton rouge d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer nos prochaines histoires. Nous avons besoin de votre soutien pour continuer à partager ces témoignages importants. Un simple clic peut nous aider énormément. Je suis restée paralysée. Ma propre fille me menaçait. Elle me menaçait de me faire déclarer incompétente, de me voler ma liberté en plus de mon argent. J'ai vu dans ses yeux qu'elle était sérieuse. Elle avait tout planifié. Pendant des mois, elle avait probablement collecté des preuves de ma soi-disant sénilité. Des conversations où je me trompais de date, des fois où j'oubliais un rendez-vous. Des choses normales pour une personne de mon âge, mais qui pouvaient être interprétées différemment devant un juge. Elle est partie en claquant la porte, me laissant tremblante dans mon salon. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je restais assise dans le fauteuil d'Henri, celui où il aimait lire le journal, et je pleurais. Comment en étions-nous arrivés là? Où avais-je échoué en tant que mère? Qu'est-ce qui avait transformé ma petite fille en cette femme cupide et cruelle? Les jours suivants ont été un cauchemar. Isabelle ne répondait plus à mes appels. J'ai essayé de contacter Philippe, mais il évitait mes messages. Même mes petits-enfants, Lucas et Amélie, ne venaient plus me voir. Isabelle leur avait sûrement raconté que grand-mère était devenue méchante, ou folle, ou les deux. Je me sentais terriblement seule. C'est ma voisine, Madame Chen, qui m'a sauvée dans un premier temps. Elle m'avait entendu pleurer à travers le mur et était venue frapper à ma porte. Je lui ai tout raconté. Elle m'a écoutée avec patience, puis m'a dit quelque chose qui a changé ma perspective. Marguerite, votre fille vous vole. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'aide familiale. C'est un crime. Vous devez la dénoncer. Dénoncer ma propre fille. L'idée me répugnait. Mais Madame Chen avait raison. Si je ne faisais rien, Isabelle continuerait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Elle avait déjà pris 150 000 €. Combien de temps avant qu'elle ne vide complètement mes comptes? Combien de temps avant qu'elle ne trouve un moyen de mettre la main sur mon appartement? J'ai pris rendez-vous avec un avocat, Maître Rousseau, une femme d'une 50aine d'années recommandée par Madame Chen. Quand je lui ai raconté toute l'histoire, elle est devenue très sérieuse. Elle m'a expliqué que ce que faisait Isabelle s'appelait de l'abus de faiblesse et du détournement de fonds. C'était punissable par la loi. La première chose à faire était de retirer immédiatement à Isabelle tout accès à mes comptes bancaires. Ensuite, nous devions rassembler toutes les preuves des retraits injustifiés. Enfin, si nous voulions récupérer l'argent, nous devrions probablement porter plainte. Porteur plainte contre ma propre fille. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une condamnation. Mais qu'avais-je d'autre comme choix? Le lendemain, accompagné de Maître Rousseau, je suis retournée à ma banque. Monsieur Dubois a immédiatement compris la situation. En moins d'une heure, tous les accès d'Isabelle à mes comptes ont été révoqués. J'ai changé tous mes mots de passe, tous mes codes. Maître Rousseau m'a également conseillé de changer les serrures de mon appartement car Isabelle avait les clés. La paranoïa s'installait, mais c'était nécessaire. 3 jours plus tard, Isabelle a découvert qu'elle ne pouvait plus accéder à mes comptes. Elle a débarqué chez moi dans une rage folle. Elle a tambouriné à ma porte en hurlant que j'étais une ingrate, une vieille folle, que j'allais le regretter. Les voisins sont sortis sur le palier. C'était humiliant. J'ai ouvert la porte, tremblante mais déterminée. C'est là qu'elle a prononcé ces mots terribles que je n'oublierai jamais. Je veux que tu meures bientôt. Tu m'as toujours fait souffrir. Tu as toujours préféré papa. Maintenant que tu m'empêches de récupérer ce qui me revient, je te le dis en face, je veux que tu meures. Le silence qui a suivi était assourdissant. Même Isabelle semblait choquée par ses propres paroles. Madame Chen, qui était sortie elle aussi, a pris Isabelle par le bras et lui a dit de partir immédiatement ou elle appellerait la police. Isabelle est partie en courant, en larmes, laissant derrière elle des mots qui resteraient gravés à jamais dans mon cœur. Les semaines suivantes, avec l'aide de Maître Rousseau, nous avons épluché tous mes relevés bancaires des 2 dernières années. Ce que nous avons découvert m'a glacé le sang. Les retraits avaient commencé dès le premier mois où Isabelle avait eu accès à mes comptes. De petites sommes d'abord, 500 €, 1000 €, testant sans doute si je remarquerais.
puis les montants avaient augmenté progressivement. En 2 ans, elle avait volé près de 320 000 euros. 320 000 euros. Plus d'un tiers de toutes mes économies. L'argent que son père et moi avions mis de côté pendant 40 ans de travail acharné. L'argent qui devait assurer mes vieux jours, payer une maison de retraite de qualité si j'en avais besoin, ou même être légué à mes petits-enfants un jour. Tout cela dilapidé en 2 ans par ma propre fille. Maître Rousseau m'a montré que certains retraits correspondaient à des achats de luxe. Un sac Hermès à 15 000 euros. Des bijoux. Des vacances aux Maldives. Pendant qu'elle me racontait qu'elle et Philippe avaient des problèmes financiers, elle dépensait mon argent en articles de luxe. Le mensonge était encore plus douloureux que le vol lui-même. Comment avait-elle pu me regarder dans les yeux, me prendre dans ses bras, me dire qu'elle m'aimait, tout en me volant systématiquement? Maître Rousseau m'a expliqué que nous avions un dossier solide. Les relevés bancaires prouvaient les retraits. Le fait qu'Isabelle ne pouvait justifier aucune de ses dépenses par des factures ou des services rendus renforçait notre position. Nous pouvions soit essayer de négocier un remboursement à l'amiable, soit porter plainte au pénal pour abus de faiblesse et vol. J'ai voulu d'abord essayer la voie amiable. Malgré tout, c'était ma fille. Maître Rousseau a envoyé une lettre recommandée à Isabelle, détaillant tous les retraits et exigeant le remboursement intégral sous 30 jours, sans quoi nous porterions plainte. La réponse est arrivée 2 semaines plus tard, non pas d'Isabelle, mais de son propre avocat. Une lettre froide et clinique qui niait toutes les accusations. Selon eux, j'avais autorisé tous ces retraits. J'avais moi-même demandé à Isabelle de faire ces virements pour diverses raisons. Ils sous-entendaient que mes troubles cognitifs me faisaient oublier ces conversations. Ils allaient même plus loin en menaçant de lancer une procédure pour me placer sous tutelle si je continuais à les harceler. C'était la guerre. Une guerre que je n'avais jamais voulu, mais que j'allais devoir mener. Sur les conseils de Maître Rousseau, je suis allée voir mon médecin généraliste, le docteur Lambert, qui me suivait depuis 15 ans. Je lui ai demandé de me faire passer tous les tests cognitifs possibles. Le résultat a été clair, j'étais en parfaite santé mentale pour mon âge. Mémoire excellente, raisonnement logique intact, aucun signe de démence ou de sénilité. Le docteur Lambert a rédigé un certificat médical très détaillé attestant de mes pleines capacités. Ce document serait crucial dans la bataille à venir. En février 2023, nous avons officiellement porté plainte. C'était l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Signer cette plainte contre ma propre fille me déchirait le cœur. Mais je n'avais plus le choix. Elle ne montrait aucun remords, aucune intention de rembourser, et continuait à me menacer. L'enquête policière a commencé. Les enquêteurs ont épluché tous les comptes, interrogé les banques, convoqué Isabelle et Philippe. J'ai appris plus tard que Philippe n'était pas du tout en difficulté financière comme Isabelle me l'avait fait croire. Son entreprise se portait très bien. Ils avaient simplement décidé ensemble de profiter de ma gentillesse et de mon âge pour s'enrichir à mes dépens. Pendant ce temps, ma vie était devenue un enfer. Isabelle avait monté mes petits-enfants contre moi. Lucas et Amélie, que j'avais bercés, à qui j'avais lu des histoires, que j'avais emmenés au jardin du Luxembourg tous les dimanches de leur enfance, me regardaient maintenant comme une étrangère. Isabelle leur avait raconté que j'étais devenue méchante et avare dans ma vieillesse, que je refusais d'aider ma propre famille alors que je roulais sur l'or. Les voir me tourner le dos était peut-être plus douloureux encore que de perdre l'argent. Le pire est arrivé en avril. J'ai reçu un courrier officiel du tribunal. Isabelle et Philippe avaient effectivement lancé une procédure pour me placer sous tutelle. Ils présentaient un dossier où ils affirmaient que j'étais devenue paranoïaque, que je les accusais injustement, que je ne savais plus gérer mes finances, que je représentais un danger pour moi-même. Ils avaient même trouvé un psychiatre complaisant qui, après un seul entretien téléphonique, avait émis des doutes sur ma santé mentale. Heureusement, j'avais Maître Rousseau et le certificat du docteur Lambert. Nous avons immédiatement contesté cette procédure. Le juge en charge du dossier a ordonné une expertise psychiatrique complète par un expert indépendant. J'ai passé 3 heures avec le docteur Moreau, un psychiatre judiciaire. Il m'a fait passer une batterie de tests, m'a posé des centaines de questions, a analysé mon comportement, ma cohérence, ma mémoire. 1 semaine plus tard, son rapport est tombé. Il était sans appel.
Non seulement je n'avais aucun trouble cognitif, mais j'étais décrite comme une personne lucide, cohérente, parfaitement capable de gérer mes affaires. Le rapport mentionnait également que les accusations portées contre moi semblaient être une tentative évidente de manipulation du système judiciaire dans le but de maintenir un contrôle sur mes finances. La demande de tutelle a été rejetée. C'était une victoire, mais elle avait un goût amer. Le fait que ma propre fille ait essayé de me faire passer pour folle afin de continuer à me voler me brisait le cœur. Qui était devenue cette femme ? Qu'était devenue la petite Isabelle qui pleurait dans mes bras quand elle avait du chagrin ? L'enquête pénale, elle, progressait lentement. Ces choses prennent du temps, m'expliquait maître Rousseau. Les mois passaient. L'été 2023 est arrivé. J'avais maintenant 81 ans. Je vivais seule, isolée de ma famille, passant mes journées à attendre que la justice fasse son travail. Madame Chen était devenue ma seule amie, ma seule visiteuse régulière. Sans elle, je ne sais pas si j'aurais tenu le coup. En septembre 2023, nous avons reçu une nouvelle proposition de la part de l'avocat d'Isabelle. Elle acceptait de rembourser 50 000 €, soit moins d'un sixième de ce qu'elle avait volé, en échange de l'abandon de toutes les poursuites. C'était une insulte. Maître Rousseau a immédiatement refusé. Nous voulions le remboursement intégral, ou nous irions jusqu'au procès. L'avocat d'Isabelle a remonté l'offre à 100 000 €. Puis 150 000. Maître Rousseau m'a expliqué qu'Isabelle commençait à paniquer. L'enquête se resserrait et les preuves contre elle s'accumulaient. Si elle était condamnée au pénal, elle risquait non seulement de devoir tout rembourser, mais aussi de la prison et d'un casier judiciaire. Je voulais aller jusqu'au bout. Pas par vengeance, mais parce que céder maintenant aurait signifié lui donner raison. Lui dire qu'on pouvait voler sa propre mère et s'en tirer avec une simple tape sur les doigts. Non. La justice devait suivre son cours. En décembre 2023, presque 2 ans après le début de cette affaire, nous avons enfin reçu la date du procès. Il aurait lieu en mars 2024. J'avais peur. Peur de revoir Isabelle face à face dans un tribunal. Peur de ce qu'elle pourrait dire. Peur que les juges ne me croient pas malgré toutes les preuves. Maître Rousseau me rassurait constamment. Notre dossier était solide. Nous avions tous les relevés bancaires, les témoignages de M. Dubois et de Mme Chen, les certificats médicaux prouvant ma lucidité, et même les messages haineux qu'Isabelle m'avait envoyés dans ses moments de colère. Le jour du procès est arrivé. J'étais dans le tribunal correctionnel de Paris, assise sur un banc en bois, entourée de maître Rousseau d'un côté et de Mme Chen qui avait tenu à m'accompagner de l'autre. Isabelle est entrée avec Philippe et leur avocat. Elle ne m'a pas regardée une seule fois. Elle portait un tailleur sobre, ses cheveux tirés en arrière, l'image même de la respectabilité. Qui aurait pu deviner qu'elle était là pour répondre d'avoir volé sa propre mère ? Le procès a duré toute la journée. Le procureur a présenté notre dossier avec une précision chirurgicale. Les 320 000 € disparus. L'impossibilité pour Isabelle de justifier ne serait-ce qu'un seul de ses retraits. Les achats de luxe effectués pendant qu'elle prétendait avoir des difficultés financières. Les menaces proférées contre moi. La tentative de me faire placer sous tutelle. L'avocat d'Isabelle a essayé de présenter sa cliente comme une fille dévouée qui avait juste essayé d'aider sa mère et qui avait été mal comprise. Il a parlé de malentendus familiaux, de communication défaillante, de dépenses qui avaient bien été effectuées pour le compte de Madame Beaumont. Mais il n'avait aucune preuve. Pas de facture, pas de reçu, rien. Juste des affirmations vagues et sans substance. Puis est venu mon tour de témoigner. Je me suis levée, j'ai regardé ma fille pour la première fois depuis des mois, et j'ai raconté toute l'histoire. La confiance que je lui avais accordée, la trahison que j'avais découverte, les menaces qu'elle avait proférées, le chagrin qu'elle m'avait causé. J'ai pleuré en parlant, incapable de retenir mes larmes. Isabelle a témoigné ensuite. Elle a nié toutes les accusations. Selon elle, j'avais approuvé tous ses retraits. Elle affirmait avoir utilisé cet argent pour payer des factures pour moi, pour des rénovations dans mon appartement, pour des services divers. Quand le juge lui a demandé de produire des preuves de ses dépenses, elle a balbutié quelque chose sur des paiements en espèces et des factures perdues. Le juge n'était clairement pas convaincu.
Il a posé des questions pointues auxquelles Isabelle répondait de manière de plus en plus confuse et contradictoire. À un moment, le juge lui a directement demandé comment elle expliquait le sac Hermès à 15 000 € acheté avec mon argent. Isabelle est devenue rouge. Elle a dit que c'était un cadeau qu'elle m'avait fait. Le juge a rétorqué que si c'était un cadeau pour moi, pourquoi n'était-il pas en ma possession? Isabelle n'a pas su répondre. Philippe a été appelé à la barre. Son témoignage a été tout aussi désastreux pour leur défense. Il a admis qu'il n'avait pas de difficultés financières. Il a reconnu qu'il savait qu'Isabelle effectuait des retraits importants de mes comptes. Quand on lui a demandé pourquoi il ne m'en avait pas parlé, il a simplement dit qu'il pensait que c'était une affaire de famille et qu'il ne voulait pas s'en mêler. Cette réponse a fait soupirer le juge de manière audible. En fin de journée, les avocats ont présenté leur plaidoirie finale. Maître Rousseau a été magnifique. Elle a rappelé que ce n'était pas simplement une histoire d'argent, mais une histoire de confiance brisée, de trahison familiale, d'abus de pouvoir envers une personne âgée vulnérable. Elle a demandé la condamnation d'Isabelle, le remboursement intégral des sommes volées, et des dommages et intérêts pour le préjudice moral que j'avais subi. Le jugement a été mis en délibéré. Nous devrions attendre 6 semaines pour connaître la décision. Ces 6 semaines ont été parmi les plus longues de ma vie. J'oscillais entre l'espoir et le désespoir. Et si le juge ne me croyait pas? Et si Isabelle s'en sortait sans aucune conséquence? En avril 2024, le jugement est tombé. Isabelle Moreau était reconnue coupable d'abus de faiblesse et de détournement de fonds. Elle était condamnée à 2 ans de prison avec sursis, à l'obligation de me rembourser l'intégralité des 320 000 € dans un délai de 3 ans, plus 50 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice moral. C'était une victoire totale sur le plan juridique. Mais sur le plan humain, c'était une défaite déchirante. Ma fille avait été condamnée. Notre relation était détruite à jamais. Mes petits-enfants ne me parleraient probablement plus jamais. J'avais gagné mon procès mais perdu ma famille. Isabelle a fait appel du jugement. L'appel a été rejeté 6 mois plus tard, en octobre 2024. Le jugement était définitif. Elle devait payer. Les premiers versements ont commencé à arriver en janvier 2025. Des mensualités de 9 000 €, le montant maximum que leur situation financière permettait selon l'huissier. À ce rythme, il faudrait plus de 3 ans pour tout récupérer, mais au moins l'argent revenait. Aujourd'hui, en octobre 2025, j'ai 83 ans. Je vis toujours seule dans mon appartement de l'avenue Foch. Madame Chen vient prendre le thé avec moi 3 fois par semaine. Elle est devenue bien plus qu'une voisine, elle est devenue la famille que je n'ai plus. J'ai reçu environ 80 000 € de remboursement jusqu'à présent. Il reste encore près de 300 000 € à récupérer si Isabelle continue les paiements. Je ne sais pas si j'aurai récupéré tout mon argent avant de mourir, mais ce n'est plus vraiment ce qui compte. Ce qui compte, c'est que j'ai tenu bon. Que je ne me suis pas laissé faire. Que j'ai prouvé que même à mon âge, même seule, même trahi par sa propre chair, on peut se battre et gagner. Isabelle ne m'a jamais présenté d'excuses. Pas un mot de regret, pas une marque de remords. Elle effectue ses versements mensuels comme on paie une facture, mécaniquement, sans émotion. Nos chemins ne se sont pas recroisés depuis le procès. Lucas et Amélie sont maintenant de jeunes adultes. J'espère qu'un jour, quand ils seront plus âgés et plus sages, ils comprendront ce qui s'est réellement passé. J'espère qu'ils viendront me voir et que nous pourrons reconstruire quelque chose ensemble. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Ce que cette épreuve m'a appris, c'est que l'amour familial n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que quelqu'un partage votre sang qu'il vous aimera ou vous respectera. J'ai appris que la cupidité peut transformer les gens en monstres, même ceux qu'on croyait les plus proches. J'ai appris que l'argent révèle le vrai caractère des gens. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, pour dire non, pour exiger justice. Beaucoup de personnes âgées subissent ce que j'ai subi. Elles sont volées par leurs propres enfants, manipulées, menacées. La plupart n'osent rien dire par peur de détruire leur famille, par honte, ou simplement parce qu'elles ne savent pas quoi faire. Mon message pour elles est simple. Parlez. Trouvez de l'aide. Consultez un avocat. Allez voir votre banque. Ne restez pas seul face à cette trahison. La famille, la vraie,
ne vole pas. La famille, la vraie, ne menace pas. La famille, la vraie, ne dit pas à sa mère qu'elle veut la voir mourir. Parfois, il y a des épreuves dans la vie qui nous forcent à voir les gens pour ce qu'ils sont vraiment, et non pour ce que nous voulons qu'ils soient. Isabelle n'était pas la fille que je croyais avoir élevée. Peut-être ne l'a-t-elle jamais été. Peut-être ai-je été aveuglée par mon amour maternel pendant toutes ces années. Les nuits sont longues maintenant. Je reste souvent éveillée, repensant à toute cette histoire. Je me demande où j'ai failli dans son éducation. Henri et moi avions essayé d'être de bons parents. Nous lui avions donné de l'amour, une éducation, des valeurs. Où ces valeurs sont-elles passées ? Comment une enfant élevée dans le respect et l'honnêteté peut-elle devenir une voleuse sans scrupules ? Ces questions me hanteront probablement jusqu'à mon dernier souffle. Mais malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, malgré les nuits blanches et les larmes versées, je ne regrette pas de m'être battue. J'aurais pu me taire, accepter que ma fille me vole, fermer les yeux comme tant d'autres personnes âgées le font. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis levée. Je me suis défendue. Et j'ai gagné. Cette victoire, aussi amère soit-elle, me permet de me regarder dans le miroir chaque matin et de me respecter. Madame Chen me dit souvent que je suis son héroïne. Que mon courage inspire les autres résidents de l'immeuble. Plusieurs d'entre eux ont des situations familiales compliquées, des enfants qui profitent d'eux de différentes manières. Mon histoire leur a montré qu'il était possible de dire non, qu'il était possible de se défendre. Monsieur Dubois, mon banquier, a complètement changé ses procédures depuis mon affaire. Maintenant, quand une personne âgée vient pour ajouter quelqu'un sur ses comptes, il insiste beaucoup plus sur les risques, propose des alternatives plus sûres, et s'assure que la personne comprend vraiment ce qu'elle fait. Il m'a dit que mon cas l'avait profondément marqué et qu'il ne voulait plus jamais voir quelqu'un dans ma situation. C'est une petite consolation de savoir que mon malheur a peut-être évité à d'autres de vivre la même chose. Parfois, je regarde les photos de famille qui ornent encore mes murs. Isabelle petite fille, souriant avec ses 2 dents de devant manquantes. Isabelle adolescente, lors de son bal de fin d'année. Isabelle en robe de mariée, rayonnante le jour de son mariage. À quel moment cette petite fille innocente est-elle devenue cette femme capable de me regarder dans les yeux et de me souhaiter la mort ? Était-ce un processus graduel ou y a-t-il eu un moment précis où quelque chose s'est brisé en elle ? Je ne le saurai probablement jamais. Ce qui me fait le plus mal, ce n'est même pas l'argent qu'elle a volé. L'argent, ce ne sont que des chiffres sur un compte en banque. Ce qui me fait mal, c'est la trahison. C'est d'avoir découvert que pendant 2 ans, chaque sourire qu'elle m'adressait était faux. Chaque baiser sur la joue était hypocrite. Chaque « je t'aime maman » était un mensonge. Elle venait me voir non pas parce qu'elle m'aimait, mais parce qu'elle me voyait comme une source d'argent facile. Maître Rousseau m'a expliqué que mon cas était loin d'être isolé. L'abus financier des personnes âgées par leurs proches est un phénomène en augmentation constante. Les chiffres sont alarmants. On estime qu'une personne âgée sur 10 est victime d'une forme ou d'une autre d'abus financiers, et dans la grande majorité des cas, l'agresseur est un membre de la famille. C'est un crime silencieux parce que les victimes ont honte d'en parler. Elles préfèrent perdre leur argent plutôt que de perdre leur famille ou d'admettre que leur propre enfant les vole. Je comprends cette honte. Je l'ai ressentie moi-même. Au début, je ne voulais pas que quiconque sache ce qui m'arrivait. L'idée que mes voisins, mes connaissances, puissent apprendre que ma fille me volait me mortifiait. Mais j'ai réalisé que cette honte ne m'appartenait pas. Ce n'est pas moi qui devrais avoir honte, c'est Isabelle. C'est elle qui a fait quelque chose de mal, pas moi. Moi, j'ai juste été une mère aimante et confiante. Il n'y a aucune honte à cela. Maintenant, quand des gens me posent des questions sur ma famille, je dis la vérité. Je leur raconte ce qui s'est passé. Certains sont mal à l'aise, ne sachant pas quoi dire. D'autres me confient leurs propres histoires similaires. C'est incroyable le nombre de personnes qui vivent des situations d'abus familial en silence. L'automne s'installe sur Paris. Les feuilles des arbres de l'avenue Foch prennent ces teintes dorées et rousses que j'ai toujours tant aimées. Je vais avoir 84 ans dans quelques mois. Mon corps commence à montrer des signes de fatigue, mais mon esprit est toujours vif. Le docteur Lambert dit que je suis en excellente santé pour mon âge.
Il attribue cela en partie au fait que je me suis battue, que je ne me suis pas laissée aller au désespoir. Il dit que se battre pour ses droits, même quand c'est difficile, nous maintient en vie d'une certaine manière. Je pense à l'avenir. Je sais que je n'ai probablement pas beaucoup d'années devant moi. La question de l'héritage se pose. Qui recevra cet appartement et ce qui restera de mes économies quand je mourrai? Isabelle est toujours légalement mon héritière unique. L'idée qu'elle puisse hériter de tout après ce qu'elle m'a fait est insupportable. Maître Rousseau et moi travaillons sur un testament qui lèguera la majeure partie de mes biens à des œuvres de charité, notamment à des associations qui aident les personnes âgées victimes d'abus. Je laisserai quelque chose pour Lucas et Amélie, en espérant qu'ils comprendront un jour. Mais Isabelle n'aura rien. Elle a déjà pris bien plus que ce qui lui revenait de mon vivant. Les samedis après-midi, je m'assieds souvent sur mon balcon avec une tasse de thé. Je regarde les passants dans la rue, les familles qui se promènent ensemble, les enfants qui rient avec leurs grands-parents. Je me demande si ces familles qui ont l'air si heureuses cachent elles aussi des secrets, des trahisons, des blessures. Ou peut-être que certaines familles fonctionnent vraiment comme elles devraient, dans l'amour et le respect mutuel. Madame Chen m'a présenté un groupe de soutien pour personnes âgées victimes d'abus familial. J'ai assisté à quelques réunions. Entendre les histoires des autres m'a fait réaliser à quel point je n'étais pas seule. Il y avait Monsieur Petit, dont le fils avait hypothéqué sa maison à son insu. Madame Dubois, dont la fille avait vidé tous ses comptes pour financer son addiction au jeu. Monsieur Martin, dont les petits-enfants l'avaient manipulé pour qu'il leur signe des chèques de plusieurs milliers d'euros. Chacun avait son histoire, chacun portait sa blessure. Mais ce qui était remarquable, c'était la force de ces personnes. Malgré la douleur, malgré la trahison, ils continuaient à vivre, à se battre, à espérer. Ce groupe est devenu une sorte de famille de substitution pour beaucoup d'entre nous. Nous nous comprenons sans avoir besoin d'expliquer. Nous partageons cette expérience unique et dévastatrice d'avoir été trahis par ceux qui auraient dû nous protéger. Ensemble, nous trouvons du réconfort et de la force. Il y a des jours où je me sens submergée par la tristesse. Des jours où je repense à tous les moments heureux que j'ai partagés avec Isabelle et où je me demande si même ces moments étaient authentiques. Était-elle sincère quand elle était petite et qu'elle se blottissait contre moi lors des orages? Était-elle sincère à 20 ans quand elle me disait que j'étais la meilleure maman du monde? Ou étais-je juste un moyen pour elle d'obtenir ce qu'elle voulait? Même à cette époque, ces questions sont douloureuses parce qu'elles n'ont pas de réponse. Je ne saurai jamais vraiment ce qu'Isabelle pensait ou ressentait à chaque moment de sa vie. Je ne peux que me fier à ce qu'elle a montré par ses actes, et ses actes ont été clairs. Elle a choisi l'argent plutôt que sa mère. Elle a choisi le mensonge plutôt que l'honnêteté. Elle a choisi la trahison plutôt que l'amour. Ses choix lui appartiennent et en disent long sur qui elle est vraiment devenue. J'essaie de ne pas laisser l'amertume m'envahir complètement. L'amertume est un poison qui détruit celui qui la porte. J'essaie de me concentrer sur les aspects positifs de ma vie. J'ai un bel appartement. J'ai retrouvé une partie de mon argent. J'ai ma santé. J'ai de nouveaux amis comme Madame Chen et les membres du groupe de soutien. J'ai la satisfaction d'avoir eu le courage de me battre et de gagner. Ce ne sont pas de petites choses. Il y a aussi des moments de grâce inattendus. L'autre jour, j'étais au marché de Passy, faisant mes courses comme chaque jeudi matin. Une jeune femme m'a abordée. Elle m'a dit qu'elle était la petite fille de Madame Martin du groupe de soutien. Sa grand-mère lui avait parlé de moi, de mon courage face à ma fille. Cette jeune femme m'a remerciée. Elle m'a dit que l'histoire de sa grand-mère, inspirée par mon exemple, l'avait fait réfléchir à sa propre relation avec ses parents et grands-parents. Elle avait décidé de leur montrer plus de respect et d'attention. Si mon malheur a pu inspirer ne serait-ce qu'une personne à mieux traiter ses aînés, alors peut-être que toute cette douleur n'aura pas été complètement vaine. Les lettres mensuelles de l'huissier arrivent régulièrement, confirmant chaque versement d'Isabelle. 9 000 € par mois, automatiquement prélevés de son compte. C'est devenu une routine. Je n'éprouve aucune satisfaction particulière à recevoir cet argent. Ce n'est pas une victoire à savourer chaque mois, c'est juste la reconnaissance tardive d'une injustice. L'argent revient où il aurait toujours dû être. Parfois je me demande ce qu'Isabelle pense en faisant ces virements. Est-ce qu'elle ressent du remords? De la colère? De l'indifférence?
Je ne le saurai jamais. Nous ne nous parlons plus. Nos seuls contacts sont ces virements mensuels, ces transactions froides et impersonnelles qui sont tout ce qui reste de notre relation mère-fille. C'est une pensée déchirante. Je repense souvent au jour de sa naissance. Comment Henri et moi étions fous de joie en la tenant dans nos bras pour la première fois. Comment nous avions tant de rêves et d'espoir pour elle. Nous voulions qu'elle soit heureuse, qu'elle réussisse dans la vie, qu'elle devienne une bonne personne. Nous avions tout fait pour lui donner les outils nécessaires pour réussir. Apparemment, nous avions échoué quelque part. Ou peut-être n'avons-nous pas échoué. Peut-être qu'à un moment donné, Isabelle a fait des choix qui n'avaient rien à voir avec son éducation. Peut-être que les gens font leurs propres choix, indépendamment de la façon dont ils ont été élevés. C'est une pensée réconfortante d'une certaine manière. Elle signifie que ce n'est pas entièrement ma faute. L'hiver approche. Les journées raccourcissent. Je passe plus de temps à l'intérieur, à lire, à tricoter, à regarder de vieilles photos. Madame Chen insiste pour que je sorte au moins une fois par jour, même si c'est juste pour faire le tour du pâté de maison. Elle a raison. Rester enfermée avec mes pensées n'est pas bon pour moi. Nous avons pris l'habitude d'aller ensemble au café du coin le vendredi après-midi. Nous nous installons près de la fenêtre, commandons 2 chocolats chauds, et nous parlons. De tout et de rien. De nos vies, de nos regrets, de nos espoirs. Elle me parle de sa famille en Chine qu'elle n'a pas vue depuis 15 ans. Je lui parle de ma jeunesse avec Henri, des voyages que nous avions faits ensemble. Ces moments sont précieux. Ils me rappellent que la vie continue, que malgré les trahisons et les chagrins, il y a encore de la beauté et de la connexion humaine à trouver. Maître Rousseau vient me rendre visite de temps en temps, même si notre affaire est maintenant terminée. Elle est devenue plus qu'une avocate, elle est devenue une amie. Elle me dit que mon cas a changé sa façon de pratiquer. Elle est maintenant beaucoup plus vigilante quand elle rencontre des clients âgés. Elle pose plus de questions, s'assure qu'ils ne sont pas victimes d'abus. Elle a même donné des conférences sur le sujet dans plusieurs associations de défense des droits des seniors. Il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre surprenante. Elle venait d'Amélie, ma petite fille. Maintenant âgée de 22 ans, elle m'écrivait pour la première fois depuis le début de toute cette affaire. Sa lettre était hésitante, prudente. Elle ne prenait pas vraiment position entre sa mère et moi, mais elle exprimait de la tristesse pour la situation. Elle terminait en disant qu'elle aimerait peut-être me revoir un jour, quand les choses se seraient calmées. Cette lettre m'a fait pleurer. Des larmes de joie mélangées à de la tristesse. Amélie n'avait pas complètement fermé la porte. Il y avait encore un espoir, même minuscule, de reconstruire quelque chose avec au moins un membre de ma famille. J'ai répondu immédiatement, avec prudence, sans critiquer sa mère, juste en exprimant mon amour pour elle et en lui disant que ma porte lui serait toujours ouverte. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve. Peut-être qu'Amélie viendra me voir. Peut-être que nous pourrons avoir une relation, même si ce n'est qu'elle et moi. Peut-être que Lucas suivra un jour. Ou peut-être que non. Je ne peux pas contrôler cela. Tout ce que je peux faire, c'est garder mon cœur ouvert malgré tout ce qui s'est passé. Le pardon est un concept complexe. Les gens me demandent souvent si j'ai pardonné à Isabelle. La vérité, c'est que je ne sais pas. Une partie de moi veut pardonner, veut lâcher prise de cette colère qui me ronge parfois. Mais comment pardonne-t-on quelque chose d'aussi profond qu'une trahison si totale ? Comment pardonne-t-on à quelqu'un qui vous a regardé dans les yeux et vous a souhaité la mort ? Le pardon n'est pas quelque chose qu'on décide rationnellement. C'est quelque chose qui vient, ou qui ne vient pas, avec le temps. Pour l'instant, je travaille surtout sur l'acceptation. Accepter que ma fille n'est pas la personne que je croyais. Accepter que notre relation ne sera jamais ce que j'avais imaginé. Accepter que la famille parfaite dont je rêvais n'existe que dans mon imagination. Cette acceptation est douloureuse, mais elle est aussi libératrice d'une certaine manière. Elle me permet de lâcher prise de mes attentes et de vivre dans la réalité, aussi dure soit-elle. Quand je regarde en arrière sur ces 3 dernières années, depuis le moment où j'ai découvert les premiers retraits jusqu'à aujourd'hui, je vois un parcours incroyable. J'ai traversé la trahison, la douleur, la colère, le désespoir. J'ai dû apprendre à me battre, à être forte, à tenir tête à ma propre fille devant un tribunal.
J'ai dû accepter que les contes de fées familiaux n'existent pas toujours. Mais j'ai survécu. Plus que survécu, j'ai trouvé une nouvelle forme de force en moi que je ne connaissais pas. À 83 ans, j'ai découvert que j'étais plus résiliente que je ne le pensais. Cette découverte a une valeur inestimable, même si elle est venue au prix d'une immense souffrance. Aujourd'hui, quand je me regarde dans le miroir, je vois une femme marquée par la vie, mais debout. Je vois une survivante. Mon message à toutes les personnes qui pourraient vivre une situation similaire est simple mais crucial. Ne restez pas silencieuse. Ne laissez pas la honte ou la peur vous empêcher de chercher de l'aide. Vos enfants, vos petits-enfants, ou n'importe quel membre de votre famille n'ont pas le droit de vous voler, de vous manipuler, ou de vous maltraiter, peu importe les excuses qu'ils donnent. L'amour familial ne justifie pas l'abus. Au contraire, la famille devrait être le lieu le plus sûr, le plus protecteur. Quand ce n'est pas le cas, vous avez le droit de vous protéger, même si cela signifie aller contre votre propre famille. Parlez à votre banque. Ils ont des protocoles pour protéger les clients âgés. Parlez à votre médecin. Ils peuvent documenter votre lucidité et votre capacité à prendre vos propres décisions. Parlez à un avocat. La loi vous protège, mais seulement si vous faites le premier pas pour demander cette protection. Parlez à vos amis, vos voisins, n'importe qui en qui vous avez confiance. Ne restez pas seul avec votre douleur. J'ai eu la chance d'avoir Madame Chen, Maître Rousseau, Monsieur Dubois, le Docteur Lambert. Sans eux, je ne sais pas si j'aurais eu la force de me battre. Trouvez vos alliés. Ils existent, même si vous ne les voyez pas encore. Et surtout, sachez que vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas paranoïaque, vous n'êtes pas ingrate. Si quelqu'un vous accuse de ces choses alors que vous posez des questions légitimes sur votre argent, c'est un signal d'alarme majeur. Les personnes honnêtes n'ont aucun problème à rendre des comptes. Seules les personnes qui cachent quelque chose réagissent avec colère et accusation quand on leur demande des explications. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble bizarre avec vos finances, c'est probablement parce que quelque chose est effectivement bizarre. N'ignorez pas ces signaux d'alarme, même s'ils viennent de personnes que vous aimez. L'amour ne devrait jamais être aveugle au point de vous rendre vulnérable à l'exploitation. Les fêtes de fin d'année approchent. Ce sera mon 3e Noël sans Isabelle et mes petits-enfants. Le premier avait été déchirant. Le deuxième, un peu moins difficile. Cette année, je me suis préparée. Madame Chen et moi organisons un dîner avec plusieurs membres du groupe de soutien. Nous serons une dizaine, tous des personnes âgées qui, pour diverses raisons, se retrouvent sans famille pendant les fêtes. Nous allons cuisiner ensemble, partager un repas, échanger des cadeaux modestes. Ce ne sera pas le Noël traditionnel que j'ai connu pendant tant d'années, mais ce sera un Noël entouré de personnes qui me comprennent et me respectent. Et peut-être que c'est finalement plus important que les liens du sang. En écrivant cette histoire, en la partageant, j'espère accomplir plusieurs choses. D'abord, je veux témoigner. Je veux que les gens sachent que ce genre d'abus existe, qu'il est plus courant qu'on ne le pense, et qu'il peut arriver dans n'importe quelle famille, même celle qui semble parfaite de l'extérieur. Ensuite, je veux donner de l'espoir aux autres victimes. Si moi, à 80 ans, seule et trahie par ma propre fille, j'ai pu me battre et obtenir justice, alors n'importe qui peut le faire. Ce n'est pas facile, c'est même extrêmement difficile, mais c'est possible. Enfin, je veux peut-être, quelque part au fond de moi, qu'Isabelle lise ces mots un jour. Qu'elle comprenne vraiment ce qu'elle m'a fait. Qu'elle réalise que ses actes ont eu des conséquences profondes et durables. Je ne sais pas si elle est capable de ressentir du remords. Je ne sais pas si elle se soucie de la douleur qu'elle m'a causée. Mais au moins, si elle lit ceci, elle ne pourra pas dire qu'elle ne savait pas. La vérité sera là, noir sur blanc, impossible à ignorer. Ma vie touche probablement à sa fin. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Des années, j'espère, mais à mon âge, on ne peut jamais être sûr. Ce que je sais, c'est que je veux passer ce temps qui me reste à vivre pleinement, malgré tout ce qui s'est passé. Je veux continuer mes après-midi au café avec Madame Chen. Je veux continuer à aider les autres membres du groupe de soutien. Je veux lire tous les livres que je n'ai jamais eu le temps de lire. Je veux profiter de chaque rayon de soleil sur mon balcon. Je veux savourer chaque chocolat chaud,
chaque conversation agréable, chaque moment de paix. La trahison d'Isabelle m'a volé beaucoup de choses, mais elle ne me volera pas ma capacité à apprécier ce qui reste de ma vie. Elle ne me volera pas ma dignité. Elle ne me volera pas ma force. Ces choses-là, personne ne peut me les prendre. Elles viennent de l'intérieur, et je les ai trouvées à travers cette épreuve terrible. Parfois, tard dans la nuit, quand je ne peux pas dormir, je me demande ce qu'Henri penserait de tout cela. Lui qui adorait Isabelle, qui la gâtait peut-être même un peu trop. Serait-il déçu d'elle? Serait-il fier de moi pour m'être défendu? J'aime penser qu'il serait de mon côté, qu'il me soutiendrait dans cette bataille. Mais c'est peut-être une illusion réconfortante. La vérité est qu'Henri n'est plus là, et je ne saurai jamais ce qu'il aurait pensé ou fait. Je dois vivre avec mes propres décisions et assumer leurs conséquences. Et je les assume. Malgré la douleur, malgré la solitude, aime.